Et voilà, bonjour. Nous allons revenir sur un film qui nous a posé problème, qui s'appelle Animal de Nabil Ben Yadir. Donc, Animal avec S, parce que ça renvoie à une faute de français qu'ont fait donc, les assassins donc, du jeune garçon dont il est question dans le film. Alors pourquoi on fait cette vidéo? Parce qu'en fait, on est passé dans l'émission Les 400 coups de Charles Leclerc. Et on a cité donc, ce film en coup de gueule, mais on n'a pas eu assez de temps pour développer nos arguments, et surtout, certains arguments développés ont été faits trop vite. Donc, on avait vraiment envie de revenir là-dessus pour préciser notre pensée, essayer de nuancer aussi, et d'être plus clair. Voilà. Donc, on va donc voir un peu cela en plusieurs parties. Donc, on va aborder l'esthétique du film, on va aussi questionner le fait que le film souhaite être a une vocation pédagogique qui pourrait être présentée dans des écoles. Et enfin, on terminera sur le fait que les frères Dardenne sont à la production et questionner un peu ce point-là. Donc peut-être pendant cette émission, donc Thibaut avait présenté le film, avait écrit un texte à l'avance qu'il a lu, et donc il va le relire ici pour introduire en fait à ce film, pour donner un peu à ceux qui ne connaissent pas voir un peu de quoi il s'agit. Je vais relire ce que j'avais lu au début. Je faisais un peu allusion à l'émission précédente des 400 coups, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc je vais reprendre mon texte un peu plus loin. Alors, pour être franc, Animal de Nabil Ben Yadir est un film que je n'ai pas aimé du tout. J'ai entendu parler concernant ce film de virtuosité, de radicalité, de maîtrise, de grammaire cinématographique. Vraiment, ça me laisse sans voix parce que personnellement, je ne trouve pas ce film radical, je le trouve roublard. Je suis aussi un peu atterré par les comparaisons qui sont faites ici et là avec Funny Games, Irréversible, Orange Mécanique ou encore Elephant. Mais je vais m'attarder sur la partie centrale du film, comme tout le monde, puisqu'elle fait beaucoup parler. Cette longue séance de torture, d'agression homophobe et finalement de mise à mort ultra-violente filmée à l'iPhone. Sur le plan de la réalisation, du montage, du jeu des acteurs, c'est bien foutu, comme on dit, mais c'est bien là que ça me pose problème. J'entends parler de films nécessaires, et l'un des intervenants lors de cette émission disait que montrer l'atrocité de l'homophobie sans distance, c'était la seule manière pour les gens de leur faire prendre conscience des choses. C'était la seule manière de marquer les gens, de leur faire prendre conscience des choses. Personnellement, je ne vois pas en quoi ce serait nécessaire pour un citoyen lambda de voir de telles images. On n'est pas tenu, en tant que spectateur, de regarder des images de sauvagerie. Il y a des corps de métier dont c'est le rôle de visionner ces images, la police, la justice, etc. Mais vraiment, en quoi serait-ce enrichissant d'aller regarder par soi-même des images réelles ou réalistes au premier degré, sans recul, de torture, de viol ou autre? En quoi serait-ce nécessaire de le faire? Est-il vraiment nécessaire de voir de telles images pour savoir que de telles choses existent, que la violence existe, que le viol existe, que l'homophobie existe? Dire que montrer ces images est la seule manière de faire prendre conscience aux gens de cette réalité, c'est parier sur leur stupidité. C'est aussi sous-entendre que, pour être sûr qu'une chose existe, il faut forcément en être le témoin, au sens presque judiciaire du terme. En cela, Animal ne laisse aucune place au doute. Il prend le spectateur à témoin pour bien enfoncer le clou. Il assène la vérité que l'on connaît et qui est évidemment choquante et bien réelle, mais le fait en assurant ses arrières pour que, au-delà de l'atrocité des faits dépeints, ce soit le film lui-même qui ne soit pas contestable. Il met les points sur les i, il a l'ambition d'être imparable, indiscutable. Tout est fait pour que celui qui voudrait critiquer le film sur le plan du cinéma, de l'esthétique et de l'éthique n'ait pas l'occasion ni même le droit de le faire. Non seulement Animal parie sur la bêtise ou l'ignorance de ses spectateurs, en espérant bien leur remettre les idées en place, mais il utilise au passage des méthodes d'intimidation qui le mettraient à l'abri de toute critique esthétique ou éthique quant à son recours graphique à la violence et à l'immersion, sans recul, rendant les spectateurs groggy, les achevant pour mieux les empêcher de remettre en cause le film et son bien fondé. Voilà. Et voilà, donc la grande idée qu'on pourrait avancer d'abord, c'est en fait, c'est un film très monolithique. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de distance qui est créée, malgré
comme dit le cinéaste ou comme il a été lu, qu'on a pu le lire ailleurs, et qu'en fait, il y aurait une distance, que le téléphone apporterait une distance, la troisième partie apporterait aussi une distance. Moi, je pense que le film manque de ça. Et tu le dis bien, je crois. Hein. Je crois qu'on est pris en otage. Et surtout, la vision de Ben Yadir est extrêmement voilà, monochrome. Il n'y a pas, voilà, comme tu dis, un peu l'insulte comme ça. C'est un peu, comme tu dis, il y a un truc un peu spécial, un peu étrange dans cette façon-là de revendiquer le fait qu'on a fait le grand film qu'on attendait sur l'homophobie, alors qu'on a juste un film plutôt mineur, qui a peut-être des vertus, voilà, qui a peut-être des vertus pédagogiques sans doute, mais on verra ça plus tard, mais pas seul, pas en lui-même, quoi. Voilà, je ne sais pas si toi tu as un truc à ajouter en plus. Mais par rapport à ça, ce que tu dis, le film, le fait que le film soit mineur, enfin, moi je trouve aussi que c'est un film mineur, et il y a une volonté, en faisant cette construction en trois parties, de justement montrer que c'est pas un film mineur, que c'est un film radical, que cette construction donnerait une importance particulière au film, donnerait une caution de radicalité comme ça, alors que, enfin moi, là encore en repensant au film, en me penchant dessus, je me dis que vraiment ces trois parties, c'est au contraire, ce serait presque la preuve que là on est on n'est pas face à quelque chose d'important, on est face à presque un pastiche en fait, parce que j'ai l'impression que les trois parties, si tu prends les trois parties séparément, tu as l'impression que c'est trois films différents, et trois caricatures de films différents. Le premier, bon, tu vas peut-être en parler, la première partie, ça ressemble un peu à ces films sur les communautés dont tu parleras plus tard, Ouais. Nos, etc. Voilà, je ne vais pas tous les citer maintenant. Ouais. Côté, on filme quelqu'un dans sa communauté, on montre un peu comme étranger ou dans la marge, etc. Voilà, esthétiquement, c'est un peu, oui, c'est des plans séquences, on suit le personnage, mais ça n'a pas beaucoup de sens en fait. La répartition, comme c'est fait. Donc moi, c'est l'idée qu'il y a ces trois parties et trois styles différents qui m'a motivé et qui m'a donné envie d'aller voir le film. C'était d'ailleurs l'émission des 400 coups où ils évoquaient ça. Je me dis, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Quand je vois le film, je me dis, mais non, ça ne fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt. Le plan séquence, théoriquement, si on suit un peu toute l'histoire du plan séquence avec Bazin et compagnie, bon, moi j'ai lu ça, je sors de ma relecture de Bazin en fait. Et en toute logique, c'est la partie centrale qui aurait dû être filmée en plan séquence, parce que c'est la partie la plus importante et la partie où le sentiment de réalité doit être le plus fort. Tu vois. Donc, et c'est pas le cas. Je crois que c'est plutôt haché, c'est ça, hein, le montage est plutôt haché, plutôt rapide. Il y a plusieurs scènes, on change de cadrage rapidement, alors que normalement, le plan séquence aurait dû, entre guillemets, être utilisé pour avoir justement ce sentiment vraiment complet la brutalité, la réalité, cette brutalité soit transmise. Donc c'est un peu amusant. On voit qu'il n'y a pas assez. Bon, maintenant, Bazin, tout ça, c'est tout un truc de cinéphile. Donc nous sommes des cinéphiles et nous réfléchissons comme ça. Mais c'est ça que c'est amusant de voir que le plan séquence n'est pas utilisé là, mais en première partie. Et dans la première partie, ça n'a aucune utilité, enfin aucune pertinence. On se répéterait un montage normal. Et la troisième partie, c'est de nouveau un montage un peu plus lent, c'est ça. Hein, oui, c'est repris. La troisième partie, et comme elle est un peu en miroir par rapport à la première, du coup, tu as une reprise du plan séquence. Mais la troisième partie, j'ai l'impression, c'est encore différent parce que là, on est carrément dans du pastiche des frères Dardenne ou même de Elephant. Il y a certains qui ont comparé ça à Elephant. Bon, moi, ça me dépasse un peu, mais oui. Oui, il y a ça. Il y a à mon avis, oui, il a vu Elephant et il s'est dit voilà, oui, mais bon, enfin pour moi, ça suffit pas de filmer les gens de dos et les regarder marcher de dos pour faire Elephant. Bon, voilà. Ouais. Mais après, oui, pour revenir un peu sur la partie centrale, alors du coup, esthétiquement, oui, en fait, la partie centrale, donc là, il a fait le choix de filmer à l'iPhone. Donc apparemment, si j'ai bien compris, il a donné
un iPhone à chaque acteur donc, du groupe d'agresseurs. Et chacun, donc c'est pour ça, donc tu dis il y a pas de cohérence, c'est parce que bon, apparemment c'est le point de vue de chacun a été filmé, puis il a raconté. Et bon, Ben Yadir, dans les interviews qu'il fait, il parle un peu de cette séquence-là, enfin de toute cette partie centrale, en disant que là, il a voulu s'effacer, il a voulu se mettre de côté en tant que réalisateur pour laisser parler la reconstitution de cet événement réel, de l'atrocité de ça, quoi. Mais pour moi c'est faux, c'est une illusion, parce que il n'a pas perdu la main. Il l'a récupéré au montage et il l'a encore intensifié, je veux dire. Donc non, il y a vraiment une sorte de petit mensonge là derrière quand même, de quelque chose qui est pas très honnête. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça. Et le téléphone, déjà, c'est comme il utilise ça uniquement pour apporter de l'étouffement supplémentaire, j'ai l'impression. Oui, ça aussi, oui. Alors, il y a le format 4, format 4 tiers, donc là, dans la première, la troisième partie. Et donc, ce qui est déjà il parle de ça, il parle de la volonté de montrer l'étouffement. Voilà. Et encore plus quand on passe en format iPhone, évidemment. Il n'y aurait que ça, au fond, finalement, dans ce choix. Simplement une question d'étouffement. Comme idée. Donc c'est toujours, on revient à ce cinéma qu'on n'aime pas au rayon vert, un cinéma d'étouffement, un cinéma, on a déjà parlé de ça, tu sais, avec Un Monde, avec Sade et Alexia aussi, on a parlé beaucoup de ça, de ce cinéma dans lequel on ne respire plus finalement. Alors que le cinéma doit, comme le dit très bien Saad Chakali, apporter un bol d'air. Donc on est encore dans ce type de film. Voilà, je te laisse, que tu cherchais une phrase. Non, mais je pense que j'ai tout dit. Je pense que. Pour revenir sur ce que tu disais à propos de Gus Van Sant et qu'on a évoqué dans l'émission des 400 coups, c'est que ça ne peut pas, cette référence ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette troisième partie, elle explique l'origine probable du geste de Loïc, donc le garçon qui tabasse à mort Brahim. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a son cadre social, donc là d'où il vient. On voit qu'il vit dans une famille difficile, donc dans une famille populaire de la région de Liège, hein, c'est ça. Ouais. Et après, on découvre donc que son père se marie avec un homosexuel. Donc là, on a avec un autre homme. Ouais. Oui, un autre. Ah oui, donc il se marie avec un autre homme. Donc on sent que c'est ça l'affront suprême. Et donc tout est expliqué. Alors que chez Gus Van Sant, le fait de donner la mort, ou se donner la mort, comme dans Last Days, ou donner la mort à d'autres dans Elephant ou dans Kerry, il y a une part d'irrationalité, il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcément toujours expliquer de A à Z. Ce que fait au contraire Nabil Ben-Yadir. Je pense qu'il manque là-dedans un écart. Sinon, tous les homophobes, évidemment, tous les homophobes ne vont pas aller taper sur des gays et d'autres. Enfin, on peut prendre plein d'exemples comme ça. Je pense qu'un film doit faire confiance. Je pense que ça, c'est important, de montrer qu'il y a une part d'irrationalité pour en arriver à un tel geste. Pas que il comprend bien ça, je crois. Dans tous ces films, je pense que la violence, il y a une part d'irrationalité aussi, en même temps que Gus Van Sant, quoi. Je pense que ça, on croit qu'on peut être d'accord là-dessus. On peut pas, je veux dire, c'est pas, on peut pas réduire ça, on peut pas réduire ça, quoi. Tu vois, on peut pas signer et expliquer de A à Z un acte comme ça. C'est partie de la nature humaine et de la complexité de la nature humaine, et il faut savoir le filmer aussi. Et là, donc, je pense que Nabil Ben-Yadir, il échoue là, à ce moment-là, quoi. C'est beaucoup trop explicatif, quoi. Voilà. Et puis, on peut poser une question aussi au film, parce que j'avais aussi noté ça, par rapport à Irréversible, qui est un des films auxquels on peut penser. Mais Irréversible, il se limite à la soirée, sur une soirée, c'est ça, hein, le film. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que ce ne serait pas été plus efficace ? Tu vois, est-ce que ce ne serait pas été
un peu moins encombrant avec cette deuxième partie cette troisième partie explicative. Cette première partie un peu, on va y revenir, mais un peu maladroite, à vouloir toujours montrer une communauté, montrer que il y a des problèmes d'acceptation, d'intégration, etc. Est-ce que donc le film n'aurait pas pu être une seule grande partie et essayer d'inventer quelque chose? Je pense que c'est la volonté, hein. Parce qu'il n'y a pas de césure vraiment entre la partie centrale et la troisième. Je pense que vraiment, parce que ça suit une continuité. Je pense que le personnage de Loïc, entre la deuxième et la troisième partie, il ne dort pas, ou pratiquement pas. Enfin, on voit continuer à évoluer, tu vois. Donc, la sauvagerie, donc l'agression, ça se termine. En fait, ils arrêtent quand le jour se lève. Ouais. Et puis, tu le vois rentrer chez lui et se préparer, s'habiller pour. Donc, en fait, finalement, il y a quand même une continuité, même si tu vois clairement que c'est trois parties différentes. Mais je pense que la volonté, c'est quand même d'avoir ce flux continu. Et d'ailleurs, en lisant. Et d'ailleurs, en lisant une interview de Ben Yadir, il dit que, bon, tout ce que tu vois dans le film, en tout cas, la globalité, c'est basé sur des choses vraies. Donc, il y a vraiment un des agresseurs dont le père fêtait son mariage avec un autre homme. Mais par contre, il précise quand même que ce n'est pas directement, c'est pas le lendemain du jour d'agression qu'il est allé à ce mariage, tu vois. Donc là, il y a cette volonté de tout rassembler comme ça en un seul bloc pour que ça fasse une continuité sur moins de 24 heures l'action du film, quoi, tu vois. Donc il y a aussi quelque chose de très artificiel, donc de vouloir. Et en même temps, tu parlais d'irréversible. Irréversible, donc effectivement, c'est aussi là, c'est sur une soirée, donc ça, c'est quelques heures, quoi. Mais Irréversible aussi, c'est un film en partie, parce que bon, comme l'action est racontée à rebours, et donc il y a quand même des parties distinctes. Je pense que dans Irréversible, il y a 4 parties distinctes en fait. Mais bon, là aussi, voilà, c'est sûr que Nabil Ben Yadir a vu Irréversible et il y a certainement pensé, ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il faut oui, on doit en parler. Il faut sans doute comparer les films parce que sans doute les influences sont là. Mais après, pour moi, je pense que les films ne sont pas comparables en termes de démarche, etc. Même si Irréversible, je peux avoir des réserves sur Irréversible aussi, mais je pense que la démarche n'est pas une démarche de sensationnalisme je ne sais pas si Animal c'est un film sensationnaliste, mais démarche, si, quand même, il y a quand même une volonté de coup de poing, ou Irréversible, oui, ça a pu être un coup de poing, ça a pu en être un, mais je pense que la démarche est plus organique, tu vois, c'est plus la démarche d'Irréversible, de Gaspard Noé en général, c'est plus d'aller au bout des choses, mais dans son art, dans cette volonté qu'il a, lui, d'aller au bout des choses. Ici, non. Je veux dire, si tu vois les films précédents de Nabil Ben Yadir, ça n'a rien à voir. C'est, en tout cas, les deux premiers sont des comédies. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'il a fait ici. C'est vrai que son film précédent, par rapport à celui-ci, avait déjà ce côté un peu claque, comme ça, un peu coup de poing, mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose un peu je ne sais pas si c'est de l'opportunisme, mais quand même quelque chose qui le fait se ranger du côté du cinéma, de la claque et de la démonstration, du coup de poing. Il a suivi le procès, il s'est entretenu avec le père de la victime, et il a une vraie volonté pédagogique, on va y venir dans quelques minutes, il y a une vraie volonté pédagogique dans ce film, donc ce que n'avait pas Irréversible. Donc c'est sûr que là, il y a une volonté d'afficher, comme tu dis, je crois qu'il y a quand même d'avoir un peu un côté film coup de poing dans cette optique-là, quoi. Donc on peut quand même un peu lui reprocher, mais en même temps, nous, on va le reprocher parce que nous, on n'aime pas ces films-là. Donc c'est pour ça que nous, on n'aime pas cette manière de procéder. Alors, beaucoup de gens peuvent trouver ça bien, mais voilà. Moi, je ne suis pas convaincu. Enfin, on n'est pas convaincu. On sait bien, on l'a déjà dit, redit, écrit sur le rayon vert, pas mal de choses dans ce sens-là. Un dernier point avant de passer à la question
des écoles, d'autres montraient le film dans les écoles. Donc c'est le côté communautaire ou comment dire, social du film. On va dire qu'il y a quand même un côté un peu social. On a deux parties qui se répondent. Enfin, donc la première partie et la troisième partie se répondent. Ce sont deux fêtes. On voit une première dans l'immersion dans une famille où un immigré maghrébin a épousé une femme belge. Et donc la fête, c'est, on l'a dit, donc c'est le mariage du père de Loïc. Deux fêtes, donc il y a une volonté d'englober quand même deux communautés différentes. Une communauté, entre guillemets, d'origine maghrébine, parler comme ça, parce que c'est toujours embêtant de parler en termes de différence. Et puis, on a une fracture sociale, quoi. On voit très bien Loïc et les trois autres meurtriers. Ce sont des gens qui vivent dans un milieu très, très populaire. Donc, il y a aussi là une sorte d'accent posé sur la différence sociale, la différence communautaire. Alors moi, tu vois, ça, j'ai un peu de mal. Pendant l'émission des 400 coups, j'étais un peu vite là-dessus. Alors, il ne faut pas essayer de faire plus des films consensuels. Tu vois, des films, enfin, moi, j'avais dit dans l'émission, il faudrait du dialogue plutôt que de la rupture. Montrer en quoi on pourrait construire quelque chose en commun plutôt que de faire un film dérangeant qui va choquer les gens en montrant les différences de classe et les différences de communauté. Tu vois, bon, il y a un peu ça dans pas mal de films belges, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour moi pour ne pas créer assez de dialogue. Je trouve qu'il manque de dialogue autour de toutes ces questions. Et le cinéma doit pouvoir apporter ce genre de dialogue. Comme dans Drive My Car, c'est pour ça que j'aimais bien Drive My Car, parce qu'il y a des dialogues entre des gens différents, des langues différentes, et une manière de communiquer qui se fait de manière indirecte. Donc, tu vois, moi, voir un Drive My Car belge avec des communautés qui dialoguent ensemble, etc., voilà, j'attends ça depuis longtemps. Mais bon, je suis peut-être un idéaliste, un moraliste, tu vois, en disant ça. Et il ne faut pas rejeter pour autant les films dérangeants comme celui-là, comme Animal. Lui, il ne va pas se rencontrer de ça, il va se dire, ben voilà, il y a des... Et puis ça existe aussi, tu vois. On ne peut pas nier que ce que le film montre dans la première et la troisième partie, ça n'existe pas. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend du cinéma? Quel cinéma on veut défendre? Donc là, on laisse la question ouverte, tu vois. Non, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, si toi, tu... Si. Mais en fait, par rapport à ce dont tu parlais, dans la division, c'est ça, cette notion de division qui est au centre du film, j'ai l'impression que c'est vraiment, oui, c'est au centre du film et du projet. Il n'y a qu'à voir le titre. Le titre, c'est Animal avec un S, mais il faut dire Animal parce que ça renvoie à donc une phrase qui a été prononcée par un des agresseurs pendant le procès, où il a dit, je pense au juge ou à un avocat, mais nous, on n'est pas des animaux. Voilà. Et donc, voilà, Ben Yadir sans doute était là au procès, donc ça a marqué cette phrase. Mais donc, le fait de mettre une faute de français comme ça en exergue sur le titre et de le dire, d'ailleurs, il en parle en dehors du film, que pour lui, le mal, la banalisation du mal, ça vient de là, ça vient du fait que ces gens-là n'avaient pas les mots pour comprendre ou expliquer ce qu'est l'homosexualité ou l'homophobie. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas le vocabulaire. C'est un peu contestable, cette idée. C'est un peu très contestable. Très contestable. Et lors de la fameuse émission là, dont je parlais dans le texte, un des intervenants reprenait ça en disant oui, le mal naît d'un manque d'éducation. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans quelque chose d'idéologiquement carrément plus que contestable. mais oui, largement. Mais voilà. Faire des conneries. Après, pour nuancer peut-être un peu ça, concernant l'homophobie, à la limite, je peux comprendre où il veut en venir. Je parle de Ben Yadir, je ne parle pas de l'autre personne. Mais le fait que peut-être, oui,
un milieu où vraiment on ne sait pas, voilà, où c'est comme ça, c'est ancré peut-être, qu'il y a cette incompréhension de ce que peut être l'homosexualité, et donc et forcément après peut-être on n'a même pas conscience qu'on est homophobe, alors que voilà, enfin tu vois, à la limite à la limite ça, cette nuance-là, je peux l'entendre, donc que ça vienne de quelque chose d'ancré, mais et encore, enfin il faudrait le travailler, tu vois, il faudrait travailler cette idée, faudrait en faire quelque chose dans le point de vue qui est développé dans le film. Or, c'est pas du tout le cas. C'est juste, C'est montré. lâché comme ça, c'est montré, et c'est renforcé par ce titre et par le discours qui entoure le film, parce qu'il y a quand même cette idée de la banalisation du mal vient d'un manque d'éducation ou d'un manque de mots. Voilà. Ou des problèmes inhérents à la culture, ou des problèmes inhérents à la culture ou à l'origine sociale, alors qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer dans tout ça, tu vois, il n'y a pas un seul facteur. Je veux dire, bon, c'est des questions compliquées, et c'est pour ça qu'on va passer au point 2, à la question de l'éducation, et au fait que le film a cette volonté d'être montré dans les écoles, donc ce qui est très étonnant. Enfin, étonnant, non. Bon, tu as lu dans le dossier de presse, comme moi, en fait, donc, que le père de la victime a donc créé une fondation, et il dit des choses tout à fait intéressantes, puisque lui, il relativise un peu toute enfin, il montre la difficulté qu'il y a à transmettre sa lutte contre l'homophobie, et il dit à un moment donné que s'il le pouvait, il se baladerait en homme sandwich dans les rues avec la photo de son fils, tellement c'est compliqué de transmettre ces questions. Tellement Alors, il dit que le film va permettre de faire durer quelque chose dans le temps. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas. Il faudra que ce film va marquer ou va rester. Sauf si la Fédération Wallonie-Bruxelles décide de mettre un de ses produits au menu du programme scolaire de morale ou de français ou je ne sais pas quoi. C'est tout à fait logique. Hein. Ils ont produit le film, donc ils vont dire hey, on va le mettre au programme scolaire, tu vois. Donc c'est là aussi, ça pourrait devenir un peu dangereux, parce qu'on véhicule une seule idée du cinéma. Enfin, nous, à nouveau, en tant que cinéphile, on va se dire, mais est-ce qu'on a vraiment envie que ce cinéma-là et que ce film-là soit montré dans les écoles, tu vois. Ça, c'est quand même la grande question. D'abord, parce qu'on a dit la question de dialogue, parce que c'est un film sur la différence et tout ça, et donc il faut vraiment bien présenter la chose. Mais je crois on ne peut pas comme ça, il faut des choses en plus. Il faut, si on veut lutter contre l'homophobie dans les écoles, il faut faire un programme bien pensé. Les gens savent bien tout ça, on n'est pas là pour le dire. Mais si on veut mettre animal au programme, il faut aussi montrer des films dans lesquels l'homosexualité n'est pas montrée comme une différence ou comme le résultat d'une fracture, etc. Alors moi, j'avais un film qui me venait en tête, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui est Le secret de Brokeback Mountain. Je ne l'avais pas vu depuis la salle. Et en fait, j'avais en tête qu'il y avait dans ce film une scène de lynchage où chaque fois que les deux personnages n'étaient pas dans la montagne, il y avait des problèmes justement de différents, de souligner le fait qu'ils étaient homosexuels, etc. En fait, en le revoyant, pas du tout. En fait, ils ne sont pas dans la montagne, ils vivent leur homosexualité comme ils le peuvent, hein, ils mentent au quotidien, etc. Il n'est jamais question de renier ou de passer à tabac les gars. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. La seule référence qu'il y a, c'est un avertissement qui est donné par un personnage, je ne sais plus lequel. Il dit qu'en fait, deux cowboys avaient déjà acheté un ranch ensemble, et qu'on les soupçonnait d'être homosexuels, d'être en couple. Donc, ils ont été lynchés de manière horrible. Je crois qu'ils ont été traînés par les gens sur une route, enfin, je ne sais plus trop quoi. Et le film ne montre pas ça. Le film est loin de tout ça. Donc, je pense que si on montre Animal, il faut aussi montrer le secret de Brokeback Mountain. Ou alors, une liste de films qui montrent comment on vit l'homosexualité, et parce qu'il y en a une infinité, évidemment, autant qu'il y a de gens. Il n'y a pas une seule manière, il n'y a même pas deux manières, il y a une infinité de manières. Donc c'est ça qu'il faut aussi dire.
et pas seulement aller dans, pas seulement se contenter d'un film choc qui nous, en plus, nous pose problème, mais qui, je crois, ferme la possibilité d'accéder à la sensibilité ou accéder à l'être, au fait d'être, voilà, d'aimer les hommes et d'être, voilà, d'être, ce que ça fait, quoi. Les films, ils montrent bien tout ça. Donc, je crois que c'est important de les montrer aussi dans les écoles. Donc voilà, c'était un peu là-dessus, mais ça me tient à cœur parce que c'est un peu facile de mettre certains films au programme sans mettre de contre-champ, tu vois. Contre-champ ou de penser une dialectique des images. Tu sais, comme Godard disait, bon, si Godard, le malin là, mais c'est parce que je ne comprends pas non plus toujours tout Godard, évidemment. Et lui, Godard, il montrait toujours, il collait les images ensemble. Il y avait un champ, il y avait un contre-champ. Et si on fait un programme scolaire, il faut penser comme ça aussi. Il faut penser en termes dialectiques et autres. Voilà. Je ne sais pas si toi, si tu penses à quelque chose sur le côté scolaire, sur le côté qu'il faudrait montrer ce film. Mais par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis du fait qu'il faut un contrepoint ou un contre-champ, j'ai l'impression que ce film-là ne souffre pas le contre-champ, tu vois ce que je veux dire. C'est un film qui veut apporter la vérité, qui se veut imparable. C'est comme ce que je disais, hein, il se veut implacable, imparable, on peut pas le contester, etc. Et donc, la démarche qui accompagne le film. Oui, tu parlais du dossier de presse. Le dossier de presse, il y a les 2/3 du dossier de presse, en fait, est un dossier pédagogique adressé aux écoles, et c'est vraiment un vrai dossier pédagogique. Donc, il y a vraiment cette volonté de faire du film un outil pédagogique, oui, voilà. Donc, et de le faire de manière un peu de forcer, entre guillemets, voilà, et aussi avec ce côté un peu ce côté soi-disant maîtrisé ou radical, comme on disait. Voilà, donc il y a quelque chose qui veut s'imposer comme le film de référence sur le sujet et aussi dans la manière dont c'est fait. Voilà, et après, le fait de le montrer dans les écoles, oui, mais là, on parle d'un film qui, pour le moment, en Belgique, a une interdiction au moins de 18 ans. Donc, pour moi, je pense que 18 ans, c'est exagéré quand même. Je pense que 16 ans, ce serait voilà, même si j'aime pas le film. Hein. Mais bon, 16 ans, voilà. oui. Mais 16 ans, voilà. Mais même, donc ça veut dire, après, je pense qu'ils en parlent dans le dossier. Dans le dossier, ils disent ça, ça doit pas être proposé au moins de 16 ans. Donc, c'est déjà, on est dans quelque chose dans un, voilà, on est pour les rétos, etc. Voilà, éventuellement, dans les études. Les études après le secondaire, d'accord, mais bon, là, je ne sais pas si on est encore dans cette volonté d'éduquer. Enfin, oui, forcément, on est. De toute façon, c'est un film qui veut éduquer, hein, comme on disait. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des gens pour qui un des rôles du cinéma, c'est d'éduquer. C'est vrai que nous, on a du mal à penser comme ça. Oui, le père donc Hassan Jarfi, là, il explique que oui, dans le cinéma, il explique dans le dossier de presse, il dit à un moment, les gens vont comprendre que le cinéma n'est pas fait que pour divertir. Tu vois, genre vraiment, lui, tu vois, il s'intéresse pas au cinéma, quoi. Tu vois. Et alors, oui, mais ça veut dire que c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est soit divertir, soit éduquer. Oui, c'est ça. Voilà. Nous, on n'existe pas dans, tu vois. Nous, ce qu'on aime, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça n'existe pas, quoi. Non, ça voilà. n'existe pas. Les films doivent être un message, les films doivent absolument montrer une thèse, il faut la montrer le plus clairement possible, si possible en film coup de poing, en film à sujet, quoi. On en est là encore aujourd'hui, avec un film pareil, c'est pas la donne. Et ce qui est amusant, petite digression, c'est que moi je travaille en ce moment sur la Shoah, je reviens un peu sur l'histoire de la représentation de la Shoah au cinéma et tout ça. Et là, tout le contraire, c'est qu'en fait, on a mis en avant, avec Claude Lanzmann et autres, l'irreprésentabilité de la Shoah. Donc,
lui et d'autres après, que ce soit Jacques Rivet, Serge Danet et autres, ils ont milité pour que la violence ne soit pas représentée frontalement et qu'il ne fallait pas la montrer, tu vois. Et ici, on est vraiment dans une démarche inverse, tu vois. On est vraiment dans un retour à une sorte de... On ne questionne absolument pas la violence, on la montre parce que, comme tu disais dans ton texte, hein, c'est ça, c'est le seul moyen pour choquer, pour faire penser les gens, pour les faire réagir. Et puis, à un moment, dans le dossier de presse, il y a aussi pour que le spectateur se pose des questions, tu vois, comme si on ne se posait pas de questions sur l'homophobie, tu vois. Moi, je ne sais pas si tu as relevé ces passages-là, mais je trouvais ça un peu énorme, quoi. Je veux dire... Oui, voilà, c'est comme si on avait besoin du film. Oui, oui. On parie sur le fait que les spectateurs aient besoin du film pour se poser ces questions. Donc, c'est ce que je disais, on parie sur l'ignorance ou la stupidité du spectateur, quoi, en gros. Donc, oui, finalement, c'est ça. Je pense que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et non, et vraiment, Claude Lanzmann, il fait des interviews, et les interviews, ça passe très bien aussi. Je pense que la parole passe bien. Alors, il y a plein de choses, hein. Godard a répondu, d'autres ont répondu. Lanzmann a été beaucoup trop loin dans son idée, mais au moins on questionnait la manière de transmettre quelque chose et la manière de montrer. Ici, on ne questionne plus rien. Il n'y a plus rien. On balance ça, quoi. Ben voilà, troisième partie, pour ne pas que ce soit trop long. La grande surprise, c'est quand même les frères Dardenne qui sont à la production du film. Alors, ils ont signé le jeune Ahmed, bon, sur lequel on a déjà écrit pas mal de choses, on ne va pas revenir sur le film. Alors, c'est le deuxième, enfin, c'est un film dans lequel, à nouveau, on commence à faire comme on disait tout à l'heure, le problème communautaire qui revient, quoi. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de parler de ça? Pourquoi est-ce que les frères Dardenne maintenant se retrouvent liés à ces films communautaires sur du communautarisme religieux, hein, plus précisément, parce que première scène, on voit donc le père de Brahim prier, hein, c'est ça. Hein, et Brahim le serait aussi un musulman, hein, je pense, ça, hein, que le film veut nous dire. Pas qu'il y a une famille religieuse. Enfin, c'est pas tout à fait dit. Non, c'est-à-dire que oui, ce que le film veut dire, c'est que il fait partie de la minorité homosexuelle, mais il fait aussi partie de la minorité maghrébine, et il fait aussi partie de la minorité musulmane. Et donc, c'est pour ça qu'on le voit prier dans le film, et aussi notamment durant la scène d'agression, on le voit prier. Donc oui, voilà. Je crois que les Dardenne, ici, sont dans la réalité. Ils veulent vraiment essayer de raconter quelque chose qui serait de genre d'un fait social complexe, à savoir le gars, comme il disait comme il y avait dans le dossier de presse, là, on peut être plusieurs minorités en même temps. Là, tu vois le tableau là, qui est dans le dossier de presse. Là, ils prennent un cas qui a vraiment triple marque, triple enfermement. Triple appartenance, voilà, c'est ça. Bon, pourquoi ces films? Il y a aussi Noces, qui est aussi Pour vivre heureux, et donc ça forme il y a 4 films maintenant, 4 films en quelques années qui s'intéressent à cette question, voire même plus peut-être, hein, faudrait voir. On parle de films belges. De films belges majoritaires. Donc, c'est-à-dire que les films belges majoritaires, il en existe quoi, une dizaine par an qui sortent. Donc, c'est un réseau très limité. Enfin, c'est bien, pour se faire financer, etc., c'est compliqué, parce que ce sont toujours les mêmes, et c'est toujours un sujet qui sont privilégiés. Donc, on a quand même pas mal de films en ce moment qui sortent sur ces questions. Et à nouveau, ce n'est pas des films de dialogue, c'est plus des films de rupture. Donc moi, à nouveau, là, je reviens avec mon argument qui est peut-être un argument idéologique ou moraliste, mais j'ai envie de faire autre chose, quoi. Tu vois, je n'ai pas besoin toujours qu'on vienne me dire oui, voilà, la société est faite de plein de gens différents, mais il faut voir comment on pense ensemble, comment on vit ensemble, et voilà, et pas toujours montrer à la mort, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, toi.
Je sais pas. Mais... J'ai été un peu vite en disant que c'était un peu raciste, tout ça. J'étais un peu vite, tu vois. Parfois, Non, à non, propos de raciste. Mais en Nos, tout cas, tu veux dire, pas parle raciste. plutôt parle plutôt de films comme Nos ou voilà. Mais Oui, c'est peut-être un peu vite, mais plutôt pas des films, mais en tout cas pas des films d'islamo-gauchistes, quoi. Tu vois ce que je veux dire là? L'expression bien connue qui est utilisée en France. Je n'ai pas envie de dire que ces films-là sont islamo-gauchistes, tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas convaincu, quoi. C'est ça que plutôt que j'aimerais questionner. Parce que, voilà. Mais en tout cas, oui, en tout cas, c'est comme tu dis, des films qui travaillent la division, enfin, Oui, qui exposent la division. Donc, après, ici aussi, c'est le cas avec Animal, mais après, ouais, moi, sur cette question-là, je sais pas, je sais pas vraiment comment rebondir. Après, sur le fait que les frères Dardenne soient à la coproduction, ou à la production, je sais pas, voilà. Euh, Bah c'est un peu comique entre guillemets quand on sait que Nabil Ben Yadir à ses débuts, il se posait presque en anti-Dardenne, tu vois. ouais. Il voulait faire le cinéma qu'il voulait faire, c'est le contraire des frères Dardenne. Je pense d'ailleurs même, enfin, je me souviens dans une interview, oui, c'est ça, il s'opposait à ça et il disait que les frères Dardenne, ils avaient allez, ils avaient créé leur chose, mais que lui, ça l'intéressait pas, que lui, il voulait faire des films populaires. Lui, il se réclamait de Gérard Houry, Nabil Ben Yadir, quoi, tu vois, donc, mais pas vraiment dans la même chose, quoi, tu vois. Ouais, je me Et, souviens. et, Ouais. euh, et donc, oui, voilà, c'est un peu comique, quoi, 10 ans plus tard. Bah, il se retrouve dans le giron des frères Dardenne, comme continuateur des frères Dardenne, presque, comme leur enfant spirituel. Donc, il faut dire que le cinéma des Dardennes a évolué aussi Là, en depuis ces cinéma 10 ans. d'Ardenne, tu sais, j'ai revu Le Fils de Saul il n'y a pas longtemps, et Ouais. c'est aux États, à Auschwitz, en fait, hein, Le Fils de Saul. Et c'est une qualité, tu vois, c'est une qualité parce que donc, il a bien repris, il a bien compris ce qui était la spécificité de Rosetta. Et le Fils de Saul, c'est ça, quoi. Donc, tu vois, les Dardennes sont très importants aussi quand on parle de. On ne peut pas nier ça, tu vois. Certains de leurs films sont très importants et ont influencé en profondeur toute une production, tu vois. Donc, maintenant que lui, Ben Yadir, il se met à faire un film à la Dardenne, c'est sûr que c'est un peu dommage, parce qu'il avait peut-être. Je me rappelle, moi, j'avais Oui, écrit sur le film, j'avais écrit ce film, j'avais gagné un prix pour la Cannes, c'était en 2008. J'avais dit que c'était un espoir pour le cinéma belge et pour la communauté maghrébine. Enfin, j'ai eu un truc. son premier film, c'est ça, sur les Oh, barons. les barons, oui. En fait, j'avais écrit, Ouais, c'était un concours là, de critique que j'avais gagné. ouais, ouais. J'avais écrit des trucs, j'avais écrit un texte communautariste là-dessus, tu vois. Mais je disais vraiment ça, quoi. Je disais, on va enfin voir plus de la communauté Tu le pensais maghrébine. pas vraiment, tu l'avais écrit pour Si. gagner le concours. Bah, il y avait 10% de mauvaise foi dans le texte, allez, on va dire. Mais Ouais. en le relisant, bon, je crois que c'était quand même pas terrible. Et j'aime pas parler en termes de communautarisme, tu vois, ça m'embête. J'ai envie que ces mots-là sortent de ma manière de d'écrire ou de réfléchir, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à en parler. Et aussi, je disais, tiens, que Ben Yadir va apporter à la comédie belge quelque chose en plus de nouveau. Et en fait, pas du tout. Il a fait un seul film, après, il s'est perdu dans d'autres trucs, là, que j'ai vu à moitié. Voilà, donc, et les Dardennes j'espère qu'ils vont revenir en forme et refaire des films. Voilà, des films En tout cas, oui, les frères Dardenne, tu parlais de Rosetta, oui, moi je pense que c'est Rosetta, ça reste leur film que ouais, je préfère. Et ouais, là, tu vois, il y a des comparaisons qui ont été faites aussi, bah oui, forcément, entre Animal et des films des frères Dardenne, notamment ouais. Rosetta, aussi par le fait qu'on suivait le personnage de dos, etc., forcément. Mais voilà, mais moi, bon, après, tu vois, par rapport à Gus Van Sant, où là, vraiment, il y a pas, c'est pas du tout psychologisant, Gus Van Sant, c'est pas du tout Non, explicatif. non, non, non. Euh, les frères Dardenne, je dis, c'est pas explicatif non plus, mais après, il y a peut-être, c'est pas psychologisant, mais après, il y a quand même un côté où tu comprends les causes qui poussent le personnage à agir comme elle le fait,
pour parler de Rosetta, mais c'est pas, tu le comprends, mais c'est pas appuyé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal, tu vois, c'est parce que c'est par le rapport au personnage que tu comprends les choses. Et puis, voilà, enfin, il y a quelque chose qui se crée dans le rapport entre le spectateur et le personnage, peut-être, qu'ici, de toute façon, il ne peut pas y avoir, même si Rosetta est un personnage, a priori, elle est présentée comme antipathique dans le film, mais on n'est pas du tout dans le même registre d'antipathie ou de non-humanité, où là, dans lequel se trouve Animal, quoi. Surtout, je parle de la dernière partie, enfin, du fait qu'ils suivent le personnage de l'agresseur, hein, évidemment pas l'identification au personnage de l'agressé, je pense qu'il veut qu'elle existe. Et d'ailleurs, je pense qu'il va même plus loin. Il dit, lui, il dit, Ben Yadir, qu'il veut que quand on voit Loïc à la fin, on pense à Issan. Enfin, il y a un autre nom dans le film, mais on pense au personnage de l'agressé quand on voit le personnage de l'agresseur, parce que c'est aussi un jeune qui fait il fait les mêmes gestes, il déplace des tables, tu vois. Et donc, il veut qu'on pense. Donc, en fait, on n'est même plus dans l'identification, on est dans le dégoût que pourrait avoir le spectateur du fait de s'identifier à ce personnage en pensant à ce qu'il a fait à l'autre personnage auquel il s'identifiait au départ. Tu vois, comme dans quelque chose d'assez pervers. Il va très loin, en fait, hein, il va très loin. Puis l'histoire avec la fille qui le drague, ça marche pas du tout. Ça fonctionne pas du tout. Voilà. Oui, je vois. Alors, j'espère que c'est anecdotique, quoi. Genre pour dire quoi? Ben ouais, que tu vas rater ta vie. Tu avais une super nana qui te parlait. Ça, il avait une opportunité qui se présentait à lui, et non, Trop on tard, sait déjà que non. ça aussi, c'est quelque chose un peu. C'est des petites claques en plus. Suivant la grosse claque, on te met encore 2-3 petites claques. C'est un peu spécial. Donc, c'est peut-être aussi inspiré de la réalité. Hein. Ça s'est passé comme ça. Donc, oui, alors c'est peut-être. Bon, voilà, il l'a mis dans le film, mais je trouve que c'est un peu comment. Ça ne marche pas trop, quoi. Bon, on se propose peut-être de clôturer. Voilà. Donc, ben voilà, en fait, on l'a pas dit en introduction, mais c'est la première vidéo du Rire Ouvert en ligne sur YouTube. Donc, j'espère en tout cas qu'on a pu ajouter des choses, être plus clair sur certains points qu'on a évoqués. Vous trouverez dans le bas de la vidéo le lien vers le podcast des 400 coups où on a parlé du film. Et voilà, on va essayer de produire des vidéos assez régulièrement pour essayer de compléter notre travail d'écriture en ligne, qui est notre priorité, évidemment. Mais la question de YouTube peut être intéressante pour prolonger des débats sur des textes écrits. Donc, on verra un peu ce qui va arriver dans les prochains jours et semaines. Quoi. Bon, merci Thibaut et on se revoit bientôt. Merci, bah oui, à bientôt. Salut, à bientôt.